Professeur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité en Algérie, avec un taux de 34% par an, selon les derniers chiffres rendus publics par l'Institut national de la santé publique. Alors, des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Vous, qui êtes praticien, qui êtes sur terrain, comme on dit, est-ce que vous constatez une hausse ou plutôt une stagnation? Tout à fait. Si vous parlez de hausse, c'est qu'il faut absolument avoir des données aussi sur le passé, évidemment, de notre pays, pour pouvoir comparer et voir l'évolution, évidemment, de ces maladies graves. Si nous faisons l'historique un petit peu de l'Algérie, nous voyons que en 1962, la colonisation française a laissé évidemment une situation sanitaire désastreuse, il faut le savoir. Les populations algériennes n'avaient pas un accès aux soins. Il y avait des hôpitaux, mais l'accès aux soins était très difficile et on leur réservait une prise en charge tout à fait dérisoire. De ce fait, l'espérance de vie pour l'Algérien n'excédait pas du tout les 46 ans, et d'autre part, les maladies liées à la misère étaient là, comme le choléra, la tuberculose, la fièvre typhoïde, le rhumatisme articulaire aigu. Et à l'indépendance, l'Algérie, il fallait absolument qu'elle puisse prendre en charge ces maladies lourdement, évidemment lourdement responsable d'un taux de mortalité élevé. Alors, l'Algérie a établi des plans d'action sur le plan sanitaire. Nous avons eu évidemment la lutte contre la tuberculose avec les différentes dispensaires antituberculeux. Nous avons eu la lutte contre le rhumatisme articulaire aigu. Nous avons eu aussi une stratégie sur les maladies à transmission hydrique. Beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de maladies ont été éradiquées. Je vous parle par exemple du paludisme qui a été éradiqué, bien sûr sous sous le contrôle de l'Organisation mondiale de la santé, qui le prouve. Nous avons le rhumatisme articulaire aigu qui a été éradiqué. Nous ne voyons plus de valvulopathie rhumatismale, maladie de la misère. Et aussi les maladies à transmission hydrique et les autres maladies, évidemment, de la misère. Mais l'évolution s'est faite vers les maladies, évidemment, des pays émergents, des pays développés, parce que nous nous sommes développés sur le plan sanitaire. Notre qualité de vie a beaucoup changé. Nos populations vivent mieux, nos populations s'alimentent mieux, nous n'avons plus les malnutritions que nous a laissées la colonisation. Nous avons donc maintenant atteint les maladies des pays développés, à savoir des facteurs de risque évidemment importants, non seulement, madame, cardiovasculaire, mais aussi du Les cancer. On cancers. oublie très souvent le cancer. Ce sont les deux maladies qui, évidemment, donnent le taux de mortalité plus élevé dans le monde. Nous avons l'obésité. Regardez autour de vous. En 62, un Algérien obèse était une curiosité. Aujourd'hui, regardez, l'obésité commence à poser un problème majeur, et chez l'enfant surtout maintenant. Donc, vous dites, professeur, qu'il y a une évolution, disons, le fait qu'aujourd'hui, on atteigne un taux aussi important donc de mortalité due aux maladies cardiovasculaires s'explique quelque part. Mais quelles sont les raisons? Pourquoi avons-nous atteint ce taux aussi important, plus de 34%? Alors, notre vie a beaucoup changé. Nous avions une vie à l'époque rurale, puisque la grande majorité de nos populations étaient rurales, vivaient dans des conditions beaucoup moins stressantes que les conditions de vie citadines. Nous n'avons pas beaucoup de pollution à l'époque.
nos populations vivaient calmement, s'alimentaient de façon tout à fait naturelle et tout à fait favorable pour ces maladies, à savoir s'alimenter beaucoup plus de légumes, de légumes, beaucoup moins de viande, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir accès évidemment aux aliments chers, et de ce fait avait une activité physique. La femme rurale, à l'époque, travaillait dans les champs. L'homme travaillait, il y avait une activité physique tout à fait appréciable, et qui, contrairement maintenant, et je vois maintenant, contrairement maintenant, la sédentarité a beaucoup évolué, et vous avez dans les villes, évidemment, maintenant nous avons, du fait que nous avons subi 2 exodes ruraux, n'oublions pas parce que sur le plan épidémiologique, il faut bien étudier les choses. Les deux exodes ruraux, après l'indépendance et durant la décennie noire, ont changé évidemment le profil épidémiologique de l'Algérien, et il se trouve maintenant dans une situation vraiment très difficile sur le plan évidemment des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc vous citez une série ou plusieurs raisons donc, qui expliquent un peu cette hausse des maladies cardiovasculaires, professeur. Vous citez notamment le stress qui est fortement présent donc, dans nos vies de citadins, comme vous le dites. Mais il y a également aujourd'hui des spécialistes qui vous parlent de maladies cardiovasculaires, de décès d'arrêt cardiaque et consommation de drogue. Est-ce que c'est également un facteur qui aggrave la situation, surtout chez les jeunes? Vous avez vous avez touché aussi un point extrêmement important, et je vous donne entièrement raison sur ce point, parce que aussi il y a le facteur lié la consommation évidemment de drogue, que ce soit les drogues comme la cigarette qui est considérée comme une drogue, le tabagisme qui fait donc le tabagisme est toujours à un niveau élevé en Algérie de l'ordre de 27 à 30% dans la population, ce qui est donc un chiffre quand même alarmant. Il touche des catégories de plus en plus jeunes, mais associé évidemment au tabagisme qui est une drogue, et associé, les autres drogues viennent aussi maintenant nous causer beaucoup de problèmes, et c'est une de nos préoccupations majeures, parce que ces drogues effectivement peuvent donner des événements cardiovasculaires aigus chez les sujets jeunes. Nous en voyons de plus en plus, et ça va augmenter évidemment le taux de mortalité, et en tranche d'âge, vous avez entièrement raison, nous voyons de plus en plus maintenant de sujets jeunes qui souffrent et d'un événement cardiovasculaire aigu. Alors, est-ce que c'est une urgence de santé publique, professeur, une prise en charge des facteurs tout d'abord pour éviter l'arrivée donc à la maladie? Tout à fait. Nous, au niveau du ministère de la Santé, le département de prévention, la direction générale de la prévention, s'occupe depuis plusieurs années de ce problème majeur. Nous avons longtemps travaillé, nous avons fait des textes évidemment sur, sur la prise en charge multifactorielle des maladies non transmissibles, puisqu'on les appelle les maladies non transmissibles. Ça ne se transmet pas comme une maladie infectieuse. Ces maladies non transmissibles, et la lutte contre les facteurs de risque. Si vous ne luttez pas contre les facteurs de risque, ces maladies ne feront que progresser. Mais madame, la lutte contre les facteurs de risque n'est pas facile. Elle doit être multifactorielle. Elle doit faire intervenir plusieurs départements de l'État du pays. D'abord l'État, ensuite la société. Dans l'État, les différents départements ministériels qui doivent s'occuper de tout cela, les collectivités locales, etc. À titre individuel, comment faire de la prévention à titre individuel depuis l'enfance.
à l'école. Le ministère de l'Éducation doit intervenir. Donc c'est tellement complexe, madame, que l'approche pour pouvoir résoudre ces problèmes et trouver une solution globale va demander beaucoup de temps pour avoir des résultats. Les résultats, on les voit dans les pays développés, où nous voyons dans certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires qui étaient au premier rang, dans les pays développés, se trouvent maintenant au deuxième rang. Derrière les cancers. Donc, derrière le cancer. Et vous avez très probablement des chiffres là-dessus, puisque vous avez cité 34% de mortalité. Ben, la mortalité dans les pays développés a diminué. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi l'amélioration de la prise en charge des maladies aiguës. Un infarctus du myocarde n'est pas pris en charge maintenant comme on le faisait il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Justement, la prise en charge s'est beaucoup améliorée. Justement, nous allons revenir sur cette question de prise en charge, mais brièvement, s'il vous plaît, professeur, juste pour cette question donc de suivi, est-ce qu'il faut aujourd'hui instaurer un suivi rigoureux, des études approfondies pour avoir déjà, pour connaître la situation réelle de... Oui, il faut un observatoire des maladies. Ce que vous venez de dire, c'est l'observatoire des maladies. De toutes les maladies, nous avons un Institut national de santé publique qui est là. C'est son rôle. C'est le rôle de faire ses études. C'est son rôle aussi de faire donc un état des lieux mensuel et annuel de toutes ces maladies pour qu'on puisse avoir évidemment des chiffres, qu'on puisse avoir des éléments, qu'on puisse avoir le thermomètre réel de toutes les maladies morbides pouvant évidemment augmenter le taux de mortalité dans le pays. Professeur Nibouche, donc aujourd'hui on parle de la nécessité de suivre le développement des maladies cardiovasculaires, mais également des autres maladies existantes qui deviennent donc de véritables urgences de santé publique telles que le cancer. L'INSP existe pour faire ce suivi. Est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui renforcer justement les moyens, le renforcer par les moyens nécessaires pour avoir une réelle cartographie, une image réelle de la situation sanitaire? Oui, vous avez tout à fait raison. Nous sommes avides, évidemment, d'avoir des données épidémiologiques sur le plan national fiables et des données épidémiologiques de façon continue, parce que une donnée épidémiologique, on doit la suivre, évidemment, pour voir l'évolution de ces maladies en Algérie et pouvoir entreprendre les actions voulues. L'Institut national de santé publique doit être le poumon évidemment de ce travail. Il doit être modernisé, il doit très probablement se restructurer pour avoir tous les moyens nécessaires modernes, comme dans tous les pays du monde, et avoir surtout les big data. Les big data sont maintenant extrêmement nécessaires pour pouvoir tirer évidemment les enseignements et pouvoir donner les solutions voulues dans le pays. De façon donc très restreinte, parce qu'on peut développer ce point de façon plus importante, mais c'est à peu près cette situation qu'il faut. L'Institut national de santé publique est très important pour l'Algérie, pour l'avenir, parce qu'il faut qu'il nous donne évidemment les situations épidémiologiques en temps voulu et suivre l'évolution de toutes ces... L'observatoire des maladies les plus importantes est aussi important. En matière de cancer, par exemple, il faudrait suivre ces maladies, rechercher évidemment les différentes causes en Algérie, propres à l'Algérie, évidemment, tous ces facteurs de risque, pour pouvoir aussi lutter contre ces maladies. Et je pense que toutes les équipes qui ont été mises sur place travaillent en ce sens pour améliorer les choses. Alors justement, travailler pour améliorer les choses, vous avez dit que déjà l'Algérie a fait des pas en matière de prise en charge donc, des maladies, donc, cardiovasculaires. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire surtout, professeur? Ce qui reste à faire de façon globale, hein. Bon, nous avons quand même travaillé beaucoup.
notre modèle de santé, si on parle de modèle de santé, doit être rénové, évidemment, parce que la situation en Algérie des années 62 n'est pas la même que maintenant. Avant, on était une dizaine de millions d'habitants. Maintenant, nous sommes près de 45 millions d'habitants. Donc le nombre d'habitants a augmenté. Les maladies ont beaucoup changé. Ce sont des maladies maintenant qui coûtent très cher. Ce sont des maladies dont la prise en charge est difficile. Ce sont des maladies très morbides. Ce sont des maladies qui posent beaucoup de problèmes de santé publique en Algérie. Et donc, notre politique doit absolument changer pour prendre en charge donc, nos populations. Vous voyez très bien que l'accès en soins en Algérie est le plus facile dans le monde, le plus aisé dans le monde, mais reste évidemment une amélioration dans la qualité de soins. Nous avons travaillé beaucoup et nous sommes maintenant en matière de couverture sanitaire, je pense à mon avis, tout à fait satisfaisante. Nous avons en matière d'hôpitaux communautaires atteint notre but puisque nous avons des hôpitaux maintenant sur l'ensemble du territoire national qui prennent en charge évidemment nos malades. Donc nous traitons toutes les maladies de base, les maladies donc connues. Cependant, ce qu'il reste à faire, c'est évidemment toutes ces maladies qui nécessitent des soins de haut niveau. Ces maladies qui nécessitent de soins de haut niveau, donc on est arrivé à ce stade, parce que l'Algérie s'est développée, nécessite une nouvelle vision, une vision tout à fait nouvelle de la prise en charge de ces malades. Et la vision nouvelle, parce que ces maladies donc, qui nécessitent des soins de haut niveau, coûtent très cher et nécessitent une certaine technicité. La technicité, nous n'avons pas. C'est pour cette raison qu'il y a un certain nombre de malades qui sont transférés encore à l'étranger, parce que nous n'avons pas encore cette technicité. Donc le but maintenant, la vision nouvelle, c'est de pouvoir développer une médecine de haut niveau en Algérie. Comment la développer? C'est de créer des structures valables, mais avec évidemment les pays, en collaboration avec les pays qui ont une assise hospitalière solide et qui puisse nous aider à développer ceci en Algérie. La construction d'hôpitaux de haut niveau est nécessaire maintenant en Algérie pour diminuer le transfert à l'étranger. Mais cette construction des hôpitaux doit avoir donc une politique bien définie, doit avoir une vision stratégique bien définie aussi, pour qu'on puisse arriver à avoir une médecine de pointe qui doit former nos médecins aussi et qui doit traiter nos malades aussi. Donc, il ne suffit pas de construire des structures, il ne suffit pas de construire des hôpitaux, il faut également former, se mettre à la page, au diapason de ce qui se fait dans le monde. L'étude de faisabilité, c'est très bien de construire, oui, faudrait-il encore à l'avance savoir qui doit gérer un hôpital. Madame, l'hôpital actuellement, l'hôpital moderne, la gestion moderne d'un hôpital n'est pas facile. Elle nécessite évidemment des équipes chevronnées, spécialisées dans ce domaine, surtout en médecine de pointe. Et chose que nous n'avons pas maintenant, nous devons absolument coopérer avec l'étranger dans ce domaine, mais en Algérie. Il ne suffit pas d'envoyer des malades à l'étranger, faudrait-il les traiter en Algérie, donc des structures de haut niveau. Mais ces structures, on doit absolument les gérer avec les étrangers. Et construire un hôpital, ce n'est pas facile. Le gérer, c'est difficile. Et aussi, il faut trouver aussi les compétences voulues en matière de haut niveau pour le faire fonctionner. Alors, c'est valable pour la cardiologie, mais également pour les autres spécialités. Concernant les prises en charge, professeur, donc, je rappelle que vous êtes président de la Commission médicale nationale, donc, qui est chargée de ce dossier. Vous dites qu'il y a une diminution du nombre de cas de transfert pour soins à l'étranger. Énormément, parce que la politique en matière de prise en charge, des prises en charge en Algérie a beaucoup changé, puisque maintenant nous faisons beaucoup d'efforts pour que le malade puisse être traité en Algérie. Donc si nous n'avons pas la technicité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons la ramener de l'étranger et nous allons donc traiter les malades sur place. Je vous cite l'exemple, par exemple, des malformations
artério-veineuse où la CNAS, avec la collaboration du ministère du Travail et de la Santé, ont récemment signé un protocole donc, de convention avec 4 cliniques privées pour traiter les malformations artério-veineuses. Et maintenant, nous allons les traiter en Algérie. En cas d'urgence, par exemple, d'un anévrisme, nous allons le traiter en Algérie alors qu'avant il mourait. Tous ces malades étaient transférés à l'étranger. Maintenant, ça y est, nous avons réglé ce problème. Le problème des cardiopathies congénitales a été réglé. Nous avons des équipes régulièrement qui viennent à Bousmaïl, opérer les malades à Bousmaïl, de façon régulière, alors que ces malades étaient transférés à l'étranger, avec un apport technique voulu, de compétences, on a un apport aussi sur le plan pratique, où nos chirurgiens ici en Algérie apprennent sur le terrain algérien et peuvent aller se perfectionner aussi dans le cadre de ces accords à l'étranger. Donc la vision a beaucoup changé. Cette vision va permettre à l'Algérie de développer la médecine de pointe qui nous manque beaucoup. Et on aura évidemment en Algérie, je pense dans les années futures, ça se fera, je pense assez vite. On aura donc réglé beaucoup de problèmes concernant ces maladies, évidemment très morbides et qui nécessitent une prise en charge très particulière. Juste concernant la prise en charge à l'étranger, professeur, donc vous dites en baisse de combien? Ah ben écoutez, moi je ne peux pas vous donner de chiffres Précis. précis. La CNAS pourra vous donner tous ces chiffres-là, mais il y a une diminution substantielle et importante des transferts à l'étranger. Alors, pour revenir à la question donc, de la formation du personnel médical, vous dites aujourd'hui on opère des maladies ou des cas qui n'étaient pas opérables en Algérie grâce donc à des conventions qui permettent à des médecins étrangers de venir opérer en Algérie. À quand allons-nous installer des formations ici, permettre à ces médecins de venir former nos médecins ici? Ça y est, c'est fait. Je vous ai cité un exemple de la CNAS, c'est l'hôpital de Bousmaïl. Oui. L'hôpital de Bousmaïl, maintenant, est ouvert. Nous avons des missions qui viennent d'Italie, qui viennent de Turquie, qui viennent de Belgique, qui viennent donc de pays qui sont reconnus pour leur qualité de soins, évidemment, et qui viennent former nos médecins sur place. Il y a des équipes, il y a un échange. Et nos équipes vont sur place à l'étranger aussi se perfectionner sur des sites étrangers. Donc il y a une collaboration scientifique qui se fait, d'échanges scientifiques, et qui permet évidemment non seulement de traiter le malade en Algérie de façon adéquate, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, et deuxièmement de pouvoir traiter et de pouvoir former, d'avoir donc un programme de formation de nos médecins. Il n'y a pas que les médecins, il y a le paramédical aussi, il y a toutes les équipes évidemment autour de cela. Cette chose-là n'a été possible qu'avec l'apport considérable de la CNAS. S'il n'y avait pas la CNAS, vous savez très bien que ces choses-là se faisaient avant avec la chirurgie cardiaque. Nous n'en voyons plus de malades dans le cas de la chirurgie cardiaque. L'angioplastie coronaire et vasculaire se fait en Algérie dans nos hôpitaux publics, mais aussi dans le privé. C'est ça l'apport du privé. Et la CNAS joue un rôle important. Cette nouvelle vision de convention de la CNAS est extrêmement importante et va bouleverser, améliorer de beaucoup la prise en charge. Nous allons vers le cancer, évidemment, très probablement, sur la prise en charge des cancers où il y a quelquefois une haute technicité qui n'existe pas en Algérie. Eh bien, la CNAS, le ministère du Travail, le ministère de la Santé sont en train actuellement de réfléchir comment révolutionner aussi la prise en charge du cancer en Algérie avec la commission dirigée par monsieur le professeur Boundjab, de révolutionner évidemment la prise en charge du cancer en Algérie pour que nos citoyens qui souffrent de cette maladie puissent être traités en Algérie avec tous les moyens nécessaires, modernes et avec la plus haute technicité. Ceci est possible et nous travaillons dessus.
Merci, professeur. On arrive à la fin de notre émission. Je rappelle que nous avions avec nous ce matin professeur Djamaldine Nibouche, spécialiste de la cardiologie. Merci, professeur, Eh ben, d'avoir il m'a été répondu. très agréable d'avoir aujourd'hui discuté avec vous sur un thème extrêmement important. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.